Voilà, c'est parti. Eh bien, donc bonjour à tous et à toutes. Et donc dans ce troisième webinaire de l'AFR Bio en Vis, donc aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Julien qui travaille au laboratoire LBV-PAM et à qui je vais laisser la parole tout de suite. Merci beaucoup Frédéric. Et je vais mettre dans le chat les dates des prochains webinaires pour que vous les notiez tout de suite sur vos agendas. Merci. Merci beaucoup. Bon, donc je vais vous présenter une des activités donc, du laboratoire LBV-PAM qui concerne donc l'étude du métabolisme des terpènes chez le pélargonium. Alors l'historique déjà de cette voie de recherche, c'est une collaboration forte avec une entreprise qui s'appelle IFF pour International Flavor and Fragrance, qui à la fois bien cultive des plantes à huile essentielle comme le pélargonium en Égypte, vous avez une photo en dessous, qui le distille et qui le commercialise. Donc le travail que je vais vous présenter, eh bien, je le partage avec un certain nombre de collaborateurs, notamment Denis Saint-Marcoux du laboratoire qui est notre bio-informaticien et Aurélie Bonny qui est notre assistante ingénieure. Et pour la majorité de ce travail, eh bien, a été réalisé dans le cadre d'une thèse qui a été soutenue récemment par Laure Martinelli. Voilà. Donc, ceci étant dit, je ne prends pas tous les lauriers, je vais vous présenter un peu ce que nous avons fait dans ce travail. Alors, vous avez sur la droite eh bien, une glande sécrétrice, hein, c'est l'unité de l'usine cellulaire, hein, mais qui est à la base de la production eh bien, des terpènes chez ces plantes de pélargonium. Alors, par contre, comment je fais? Ah, mais c'est là que je dois le faire, je pense. Voilà. Alors, le pélargonium, eh bien, les pélargoniums, leur origine, c'est la région du Cap, en Afrique du Sud. Alors, cette région du Cap, eh bien, c'est ce qu'on appelle un point chaud de diversification, un hotspot hein, de diversification, parce que, eh bien, c'est une région avec des mosaïques de milieux, avec des contrastes climatiques entre l'Est et l'Ouest. Et puis, c'est une région qui a subi eh bien, de nombreux changements climatiques, mais à l'échelle eh bien, géologique. Alors, il n'y a pas que le pélargonium qui a fait une radiation évolutive dans dans ce cap floristique region. Il y a par exemple un autre genre que vous connaissez probablement, c'est le genre Erica, hein. C'est la calune ou euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça me revient plus. Et donc, vous voyez en dessous bien comment la pluviométrie qui est différente, hein, entre l'est et l'ouest. Les bruyères, c'est ça que je cherchais comme nom. Donc, ces changements climatiques à l'échelle des aires géologiques a conduit bien à la diversification du genre, avec une première séparation il y a 30 millions d'années entre des pélargoniums qui ont comment dire, qui ont des chromosomes larges, c'est-à-dire supérieurs à 3 microns, et des pélargoniums qui ont des chromosomes petits, inférieurs à 1,5 micron. Ça a donné eh bien la branche du haut, là, ce clade C, dans lequel on retrouve Pélargonium zonale. C'est un petit frère de Pélargonium hortorum, c'est-à-dire ce sont des plantes pérennes mais herbacées que l'on trouve beaucoup en jardinerie, hein, qui font bien toute la partie horticole hein, du genre Pélargonium. Il y a 22 millions d'années, il y a eu un deuxième euh, événement de radiation avec la différenciation eh bien, des clades A et B.
et avec, eh bien, d'une part, des plantes annuelles comme Pelargonium exstipulatum et d'autre part, eh bien, des plantes qui ont subi bien d'autres adaptations qui se sont confirmées, il y a 18 millions d'années avec le clade A1 où on a des pélargoniums qui sont des plantes qui ne perdent pas leurs feuilles, mais qui sont souvent sous la forme d'arbrisseaux et ou d'arbustes et des plantes qui perdent au contraire leurs feuilles, qui ont des adaptations xérophytiques, qui sont un peu succulentes et même un genre, le genre Oarea, qui, eh bien, a développé, eh bien, le passage de la mauvaise saison sous la forme de bulbes et qui sont donc devenues des plantes géophytes. Donc vous voyez un grand nombre d'adaptations suivant si elles sont sous un régime de pluie ou si elles sont au contraire, eh bien, dans, des milieux arides. Ce qu'il faut souligner en plus, eh bien, c'est que donc il y a 16 sections, 3 clades on les a vues, et des niveaux de ploïdie différents, et en plus beaucoup de polyploïdie, ce qui n'arrange pas par contre les choses au niveau des analyses génétiques. Alors cette spéciation, eh bien, on la voit à travers eh bien, le polymorphisme des fleurs, et des fleurs de couleurs différentes, de formes différentes, et avec des guides nectarifères qui peuvent être aussi très différents. Toutes ces évolutions, toutes ces modifications morphologiques, eh bien, ont conduit à des phénomènes de coévolution et de spéciation entre un, un type de fleur et un type de pollinisateur. Sur le bas de la diapositive, vous voyez que la plupart de ces pélargoniums font du nectar et que ce nectar s'accumule au fond d'un long tube et souvent, eh bien, ces pélargoniums qui sont pollinisés par des mouches, comme vous le voyez ici, le seront par une espèce particulière en relation entre la longueur du rostre et la longueur eh bien, du tube, du tube de la corolle. Alors si on revient un peu sur l'histoire de ce pélargonium, qui vient donc du Cap au départ, il est venu en Europe, il a été rapporté dans les alentours de 1700. Puis il a été distillé pour la première fois par un monsieur Reclus, qui était un chimiste, à Lyon en 1819. De Marson, qui était un parfumeur, a commencé à l'utiliser en 1844 et a commencé à le cultiver en Île-de-France. Sa culture a vite été déplacée à Grasse, qui était déjà eh bien, le berceau de la parfumerie. Et là, il y a eu beaucoup de créations variétales euh, dans cette zone. Et c'est à partir de Grasse que eh bien, les différents cultivars ont été distribués dans le monde entier pour faire des cultures un petit peu sur différents continents. Alors, les premières cultures ont été réalisées en Algérie, dans le sud d'Alger et à La Réunion. Elles ont été stoppées toutes les deux pour des raisons différentes. La première par l'indépendance d'Algérie qui a rompu le contexte économique avec la France, et pour la Réunion parce que il y avait beaucoup de déforestation pour bien faire la distillation de ces plantes, et ça avait un impact écologique important, et donc ces cultures ont été ralenties, voire arrêtées. Actuellement, le point majeur de culture, c'est l'Égypte, avec à peu près 160 à 180 tonnes. Il y a aussi la Chine et Madagascar. Alors, avec vous voyez des prix différents parce que des qualités, de, produits différentes. L'Inde aussi est une zone de culture avec des cultivars là qui sont peu connus car peu exportés.
Si on revient un petit peu sur ce Pelargonium rosate, donc ces pélargoniums à odeur de rose, eh bien, vous en avez la fleur là, qui est une fleur, caractéristique de Pélargonium, un peu, irrégulière, hein, et avec, ces marques un peu plus foncées. Vous avez des feuilles qui sont, palmatiféquées et qui vont un peu permettre la différenciation des cultivars, rosaces. Il y a des grosses différences de morphologie foliaire dans tout le genre Pelargonium, mais même au sein, eh bien, des cultivars rosaces. Si on se rapproche un peu, eh bien, on voit, aussi bien sur la face supérieure qu'inférieure, mais plus sur la face inférieure, des petits points qui sont justement, ces glandes sécrétrices que vous voyez un petit peu mieux ici et qu'on peut observer au microscope. Donc c'est ce qu'on appelle des glandes sécrétrices, capitées, c'est-à-dire qu'elles sont terminées par une seule cellule sécrétrice. Cette cellule sécré qui repose, qui est supportée par 2 ou 3 cellules de pied, hein, et cette cellule sécrétrice, eh bien, biosynthétise et excrète des composés, ici majoritairement terpéniques, qui vont s'accumuler, eh bien, dans, une zone subcuticulaire, c'est-à-dire entre la cuticule et la paroi de la cellule sécrétrice. Le pélargonium est donc distillé par, entraînement à la vapeur. C'est donc vous en avez les différentes étapes en haut. Après cet entraînement à la vapeur, vous avez un refroidissement, une sorte de serpentin pour refroidir, eh bien, cette vapeur chargée d'huile, de gouttelettes d'huile, et une séparation ensuite qui se fait par la densité et par décantation. Alors, la une des particularités de l'huile essentielle de pélargonium, c'est qu'elle a à la fois bien une odeur de menthe, c'est-à-dire une odeur fraîche, hein, et une odeur de rose, c'est-à-dire une composante florale. Et vous voyez aussi sur ce tableau que les différents cultivars, heu, donc ceux qui sont cultivés sur l'île de la Réunion, Bourbon, en Chine, en Égypte ou à Grasse, eh bien, ont un ratio de citronellol et de géraniol qui est variable. Ce ratio est important dans, justement la qualité de cette odeur florale, hein, et quelque chose qui est moins connu ou moins étudié, c'est que les énantiomères, eh bien, de citronellol jouent aussi un rôle, eh bien, n'ont pas la le même, la même odeur. Le S-citronellol a une odeur beaucoup plus, rosée et moins, amère que le R-citronellol. Donc même au niveau des énantiomères, notre nez est capable de les différencier. Alors, il a été utilisé dans de nombreuses créations, hein, de parfums, surtout, au début, eh bien, du XXe siècle, hein, de 1940 à 1980. Après, il y a eu un petit creux et il semble que maintenant, eh bien, on est à nouveau, bien, depuis, 2009, là, pas mal de créations, à partir en utilisant l'huile de, pélargonium. Alors des créations, avec des parfums plutôt, frais, aromatiques, parce qu'ils sont mélangés, par exemple, avec de la menthe ou avec du vétiver. D'autres qui seront, plus épicés parce que mélangés avec du santal, par exemple, ou floraux parce que mélangés avec de la lavande. Alors notre problème, c'est comment, eh bien, est, synthétisé ce citronellol. Alors, le la molécule qui, pendant longtemps, n'a pas fait doute, c'était qu'il était synthétisé à partir du géraniol et l'utilisation, eh bien, de composés deutérés, hein, de géraniol deutéré avec sur des crus d'extract de pélargonium donnait directement du citronellol marqué radioactif et donc on pensait que la voie était directe et on en avait fait donc cette voie 1 avec une géraniol réductase, mais qui n'a jamais été caractérisée sur un plan sur un plan, de gène, une séquence. Seul
certaines enzymes qui sont très proches des Old Yellow Enzymes, qui donc les des enzymes qui étaient chez les bactéries et qui étaient chez les levures, eh bien, ont, cette propriété de pouvoir réduire le géraniol en citronellol. Ces enzymes appartiennent à la famille des OPR et par contre, eh bien, certaines OPR ont été caractérisées chez le Pélargonium et elles réduisent le citronellal en elles ne réduisent pas le géraniol en citronellol directement. Donc il faut peut-être aller chercher vers une autre voie. Une 2e voie a été, mise en évidence chez une, orchidée, Calladenia plicata. Cette voie est faite donc de 3 étapes. Une première qui transforme le géraniol en géranial, donc c'est, une oxydation par une alcool déshydrogénase. Ce géranial s'isomérise en érale, donnant un mélange qu'on appelle le citral. Ce citral est, chez cette orchidée, réduit en citronellal. Donc là, c'est une liaison CC, hein, une double liaison carbone-carbone qui saute et qui est remplacée par 2 hydrogènes. Et cela donne, eh bien, du citronellal qui peut être, lui, soit S, soit R. Et ensuite, eh bien, une autre alcool déshydrogénase, eh bien, réduit ce citronellal en citronellol. Donc ça, c'est une voie qui a été montrée, sauf qu'on ne sait pas si c'est la même qui existerait chez, le pélargonium. Et puis très récemment, le laboratoire a beaucoup travaillé chez Nudix, hein, et a caractérisé justement, eh bien, cette voie comme étant une déphosphorylation, eh bien, du GPP en GP et qui donnerait, eh bien, le géraniol chez la rose. Et cette même voie a été montrée in vitro, comme étant possible aussi chez, chez le pélargonium. Donc à la fois chez la rose et chez le pélargonium, ça serait aussi possible. Dans ce même article, qui date de 2021, eh bien, les auteurs pensent que ce GP pourrait être lui, eh bien, réduit en citronellyl monophosphate et ensuite, eh bien, par une phosphatase donner du citronellol, ce qui nous donne, eh bien, une 3e voie possible. Donc partant de ces 3 hypothèses, nous avons, fait l'étude sur, de 10 pélargoniums différents, 10 accessions qui correspondent à un certain nombre de pélargonium rosates, mais aussi à certaines espèces botaniques. Pourquoi 10? Parce que, on en voulait 10 qui soient assez différents et lorsqu'on fait une PLSDA, eh bien, on voit que nos 10 espèces ou 10 accessions se répartissent en 3 groupes, des groupes qu'on appelle rosy, c'est-à-dire c'est des groupes qui produisent, eh bien, synthétisent, eh bien, à la fois du géraniol, du citronellol, des groupes qui, sont en odeur de menthe et qui vont synthétiser ni citronellol ni géraniol, et des groupes qui ont plutôt une odeur d'agrumes, dans lequel on retrouvera Pelargonium citronellum, qui, eux, eh bien, vont aller jusqu'au géranial, donc la première étape dans la voie qui est en 3 étapes, mais qui n'ont pas la réduction du géranial en citronellal. Sur ces 10 accessions, eh bien, on a fait du RNA sec, c'est Denis et Laure qui ont fait cela particulièrement. Et ils ont recherché eh bien le gène correspondant à celui de Calladenia plicata. Donc on est parti, nous, sur l'hypothèse eh bien, de cette voie en 3 étapes et rechercher donc cet homologue de Calladenia. Alors ce gène qui permet la réduction du géranial en citronellal, c'est un gène qui appartient à la famille des P5 bêta-R et donc il y a eu un travail bien de compilation, un travail
de tous les EST, un travail aussi bien de hiérarchisation, de phylogénie, pour finalement retrouver, conclure qu'il existe bien plusieurs sous-familles de P5-bêta-R chez le Pélargonium. Vous avez sur la droite bien, le niveau d'expression et vous voyez que finalement il n'y a que la sous-famille P5-bêta-R4 qui montre bien, des niveaux d'expression élevés chez le Pélargonium, chez les différentes accessions avec les couleurs différentes. Alors si on regarde bien cette sous-famille 4, eh bien on voit que par exemple P-CIR1 qui est le pélargonium de Grasse en rose est exprime très fortement ces P5 bêta R4 et on voit eh bien dans sur la droite eh bien le contenu interne que l'on trouve lorsqu'on extrait les différents composés de ces pélargoniums, eh bien on voit qu'il y a beaucoup de géraniol, mais qu'il y a aussi beaucoup de citronellol chez ce pélargonium de Grasse. Donc on a une assez bonne corrélation entre les poules internes des, des composés de cette voie et l'expression de cette réductase. Je vais prendre un exemple. Si je prends l'exemple de P-citronellum, je vous ai dit qu'il ne produisait que du géranial et pas de citronellal. Eh bien, l'expression de cette réductase eh bien, n'existe pas, quoi. Il n'y a pas d'expression pour P-citronellum, et ce qui est en accord avec le fait que sa voie de biosynthèse s'arrête au néral géranial et ne produit pas de citronellal. Alors si on regarde aussi l'expression, bien on voit qu'il y a plusieurs, par exemple si je regarde Grasse, eh bien on voit que j'ai trois bâtonnets, hein, le premier, et puis j'ai PX Grasse T26 63 55, puis il y en a un autre 25 15 20, 15 67. Donc on n'a pas pu rassembler tous les transcrits en un seul gène, mais on a parfois un, deux ou trois séquences différentes de ce même gène que l'on va appeler citral réductase. Alors ces gènes, on les a amplifiés avec par PCR, puis on les a séquencés, on les a mis dans des vecteurs gateway pour les orienter, puis on a pu les transférer grâce justement au système gateway dans des vecteurs d'expression où ils sont fusionnés avec une protéine qui leur donne une plus ou moins grande solubilité dans la bactérie, et où ils ont aussi un tag histidine la plupart du temps pour pouvoir s'accrocher sur une colonne spécifique qui accroche les tags histidines. Donc après culture, donc ils ont aussi un promoteur inductible. Donc vous avez eh bien en bas un gel d'électrophorèse, où vous avez à gauche les protéines que l'on extrait de nos bactéries Rosetta transformées avec le vecteur d'expression. Eh bien, lorsqu'ils sont non induites, on a une faible expression. Lorsqu'elles sont induites, on a une très forte. Lorsqu'on extrait et qu'on centrifuge nos bactéries, on voit que la plupart de notre protéine d'intérêt est dans le surnageant, qu'elle n'est pas dans le pellet, dans le culot. Et puis ensuite, eh bien, on peut décrocher après, lorsqu'on est sur la colonne, eh bien, on lave cette colonne, donc c'est le W. Et lorsque l'on décroche la protéine, soit par un clivage d'un site thrombine, soit avec de l'imidazole pour décrocher de la liaison histidine-résine, eh bien, on a notre protéine purifiée. À partir de cette
protéines purifiées, on peut faire des activités enzymatiques. Par ailleurs, on s'est retrouvé avec ces amplifications à avoir 3 isoformes du même gène, hein, 3 séquences différentes, mais qui varient très peu et qui varient quand même un petit peu sur, une partie qui est supputée être le site actif. Cette partie qui est FAV, FSV ou YGL et qui vous est marquée en rouge. Lorsque l'on donne, eh bien, du citral qui se décompose donc en géranial et néral, c'est la première barre que vous avez. Lorsqu'on la donne avec du NADH, eh bien, vous voyez qu'on a une diminution de notre substrat et on a l'apparition de citronellal. Toutes ces valeurs sont données en pourcentage car la réponse de ces composés est la même au niveau de la masse, donc on peut quantifier en pourcentage. Si on le fait avec du NADPH, on voit qu'on a une variation, ça marche un peu moins bien, mais ça c'est pour l'enzyme lysoforme FSV. Pour l'isoforme FAV, c'est un petit peu variable. Tout ce que l'on peut dire, c'est qu'on a donc que 3 séquences qui font la même chose, qui codent, on va dire, pour un même gène qui est une Pelargonium hybrinum pour PH CIR1 parce que c'est une citrale réductase et que ces 3 isoformes, eh bien, réduisent entre 40 et 50 du substrat après 20 minutes d'incubation. Alors on a voulu regarder, et ça on l'a fait en collaboration avec heu, monsieur Casabianca qui est dans un centre de recherche à Lyon et du CNRS et qui nous a passé nos produits, cette fois-ci sur une colonne chirale, pour voir dans les produits qu'on avait, eh bien, si on avait, eh bien, le même énantiomère ou pas. Et là, on se rend compte que les 2 premières formes, la forme FAV et la forme FSV, produisent, eh bien, le même ratio de, R et de S, citronellum, c'est-à-dire que globalement, ils produisent pratiquement que du S-citronellol. Alors que la 3e enzyme, que l'on appelle YGL, elle produit, eh bien, à peu près autant, eh bien, de la forme R que de la forme S. Donc c'est intéressant, c'est quoi? C'est intéressant parce qu'ils n'ont pas la même valeur olfactive, ces 2 composés. Et puis c'est aussi intéressant parce qu'on peut se demander pourquoi des variations si minimes au niveau des séquences peuvent entraîner, eh bien, une variation dans les propriétés chirales, hein, de catalyse de l'enzyme. Alors on a regardé déjà, l'expression, dans nos EST et la quantité relative dans le pool interne des accessions, eh bien, de citronellol R et de citronellol S. Et ça marche assez bien cette corrélation. Si on regarde par exemple Toussaint, qui est un un hybride, mais qui n'est pas très utilisé parce qu'il a des feuilles très, très disséquées, mais que l'on avait pris dans nos EST. Si on regarde tout ça, on voit que tout ça produit pratiquement que du S-citronellol. Or, tout ça est une des seules accessions qui n'a que, chez qui on a trouvé qu'une seule forme de l'enzyme et la forme FSV, qui elle aussi in vitro produit que majoritairement du S-citronellol. Après, si on regarde les autres, globalement, hormis Chine, on a une majorité de S-citronellol dans chacun des cultivars et on voit bien que dans cette première catégorie FAV-FSV, les gènes sont plus transcrits que dans les formes YGL. Donc c'est assez cohérent.
Alors on a fait une modélisation, on s'est rendu compte que si on faisait cette modélisation FAV, FSV, YGL, en prenant en compte que c'était le site actif, vous avez au milieu eh bien, le substrat et vous avez le cofacteur qui est sur le bord NADP. On se rend compte que bien tous les résidus sont à peu près identiques, sauf peut-être bien ce Y qui code bien pour une tyrosine et donc qui a un OH supplémentaire, ce qui vous est montré par le petite extrémité rouge, et qui pourrait peut-être interférer dans l'utilisation dans la formation préférentielle ou pas, bien, d'un des deux énantiomères. Donc on a fait bien, heu, on a regardé, donc d'abord, les 2 le P095 qui est donc FAV. Alors vous ne regardez pas ici, ceux-là, à chaque fois c'est des négatifs qui vont vous troubler. Ici, vous avez donc la quantité au départ de citral, donc de néral et de géranial. Ici, vous avez le FAV avec la production de citronellal et donc la diminution, bien, ici, des deux fractions de substrat. Si je passe directement au YGL, j'ai à peu près la même chose, sauf qu'on voit que les deux substrats ne sont pas consommés de la même manière que pour la forme FAV. Si je regarde maintenant YAV, c'est-à-dire une mutation que l'on a fait en remplaçant eh bien, la phénylalanine par la tyrosine, eh bien, si on regarde cela, ben, on voit que finalement, ça ne change rien dans la capacité de l'enzyme à produire du citronellal, et ça ne change même pas non plus bien, grand-chose sur la capacité à prélever plus un des deux substrats. Et 128, bien 128, c'est l'inverse. Au lieu d'avoir un YGL, on a mis un FGL. Et là aussi, bien, on voit que le fait de remplacer une tyrosine par une phénylalanine ne change pas bien, la capacité de l'enzyme à réduire le citral en citronellal. Si on regarde maintenant la qualité des produits formés, eh bien, on se rend compte que lorsqu'on change un FAV en YAV, on augmente un petit peu la quantité de R-citronellal et on abaisse un petit peu la quantité de S-citronellal. C'est pas citronellol, c'est citronellal. Mais dans les deux cas, c'est vraiment une modification faible. Quand on fait l'inverse, eh bien, on a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on va augmenter le fait de mettre une phénylalanine, on augmente la production de citronellal, on abaisse un petit peu la production de R-citronellal, mais ce n'est pas du tout rien. Ça veut dire que peut-être que ce résidu est impliqué, mais qu'il n'explique qu'en partie bien, les différences de chiralité. Alors si on regarde bien la séquence, en haut vous avez FAV, après vous avez FSV, après vous avez YGL. Comme FAV et FSV font la même chose, on peut penser que tout ce polymorphisme-là n'est pas très important. Et en fait, on voit que le polymorphisme, il est sur FAV, FSV, YGL ici, sur la dernière ligne, mais on voit qu'il y a quelques autres acides aminés, notamment, d'autant plus un W là qui pourrait jouer, et un L qui pourrait jouer peut-être un rôle qui serait déterminant dans ce switch, dans ce changement de chiralité, de passer de 50-50 à 90-10 dans le rapport des énantiomères. On a essayé de faire fonctionner euh, notre réductase dans l'autre sens, c'est-à-dire en lui donnant un cofacteur oxydé et en partant du citronellal pour redonner du citral.
et en fait, eh bien, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, donc ça veut dire que, le flux, eh bien, se fait que dans un sens. Donc à ce stade, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire qu'on a caractérisé cette étape qui passe du citral au, citronellal grâce à une enzyme, une cire, citral réductase, qui peut faire, eh bien, différents ratios de citronellal, mais qui ne peut pas remonter du citronellal, eh bien, au citral. On a cherché alors des ADH. On n'a pas cherché toutes les ADH, mais on s'est focalisé sur les géraniol réductases. Certaines sont connues chez le Ocimum, d'autres sont connues chez le ginseng. Et on a regardé aussi les CAD, c'est les cynamoïl réductases, qui sont aussi des candidats qui ont été montrés comme pouvant réduire le géraniol. Et puis on avait aussi, eh bien, une réductase qui a été clonée chez Artemisia, dans la production d'artémisinine, qui a formé, eh bien, un autre groupe d'ADH qu'on a caractérisé comme non fonctionnel parce que toutes les autres accessions n'ont pas été testées in vitro. C'est que des putatives ADH. euh, donc, si on regarde déjà ce groupe, on voit que certains montrent une bonne expression chez le pélargonium. C'est là où vous voyez des barres roses et vertes ou jaunes. Bon, on s'est quand même plutôt focalisé sur les ADH qui correspondent, qui sont proches, eh bien, de celles de Calladenia, qui, c'était pas le ginseng, c'était le gingembre, je confonds toujours les deux, gingibert, et de l'ocimum aussi. Et on a regardé bien l'ADH8, l'ADH9, l'ADH10. Alors pour faire un petit peu un tri, savoir, parce que les ADH sont très ubiquistes, on a commencé par voir leur niveau d'expression dans des feuilles entières et dans des feuilles que l'on a abrasées pour en réduire, pour en enlever, eh bien, les trichomes. Et on a fait une PCR pour voir le niveau d'expression de chacune de ces ADH, donc des QPCR, sur ces deux types d'explants. On a fait ça sur deux plantes différentes en faisant 3 réplicas à chaque fois. Quand on fait ça, bien, on voit que ce soit dans la plante entière ou dans les feuilles sans trichome, eh bien, la DH8 est exprimée de manière à peu près identique. Comme on sait que normalement les produits de synthèse sont faits dans les trichomes, on a écarté cet ADH. L'ADH9 n'était exprimé dans, que chez Citronellum, et en plus, elle était exprimée plus dans les feuilles sans trichome. Il n'y avait quasiment que l'ADH10 où on voyait une forte baisse d'expression lorsqu'on en abrasait, lorsqu'on enlevait les trichomes. Ce qui veut dire que cet ADH10 est probablement exprimé majoritairement dans les trichomes. Quand on regarde cet ADH10, c'est qu'on lui donne du géraniol comme substrat et que l'on incube pendant une trentaine de minutes avec, eh bien, du NAD+ pour, eh bien, oxyder ce géraniol, eh bien, on voit qu'on obtient, eh bien, du géranial et on obtient du néral. Donc on était assez satisfait et puis on s'est dit, tiens, c'est bizarre, on obtient aussi du nérol. Alors, comment expliquer le fait que l'on obtienne du nérol? Eh bien, c'est parce que, alors là, j'ai inversé, c'était NAD, NADH et NADH, NAD. Ce qui, ce qui se passe, c'est que lorsque l'on a, eh bien, du géraniol, qu'on l'oxyde en géranial, eh bien, on crée en fait donc NAD, NADH, on crée du cofacteur réduit, et ce cofacteur réduit peut être utilisé dans l'autre sens pour former du nérol. C'est quelque chose qui a été aussi remarqué dans des expériences in vitro d'autres ADH utilisant le géraniol comme substrat.
Le deuxième point, eh bien, ça a été d'utiliser le citronellal pour former du citronellol. Et là, ça fonctionne très bien. Et par contre, ça ne fonctionne pas du tout dans l'autre sens. Donc globalement, cette ADH10, eh bien, elle est capable à la fois, eh bien, d'oxyder le géraniol en géranial néral et elle est capable de réduire le citronellal en citronellol. Donc, on peut dire, on peut penser que cette ADH pourrait compléter, eh bien, notre système à 3 étapes, notre voie en 3 étapes pour la production de S ou de R citronellol. Alors, si on regarde une des questions qui reste, c'est est-ce que vraiment, eh bien, tout ça est produit dans les glandes et lorsque l'on, est-ce que notre cire, elle est active dans les glandes? Lorsqu'on fait toujours ce même système d'abrasion, et que l'on regarde l'expression de la gesse, eh bien on voit que cette gesse est très exprimée et plus exprimée dans les feuilles et moins exprimée dans les feuilles sans trichome. Et lorsqu'on fait l'expression de la cire, qui n'est exprimée bien sûr que grâce, parce que citronellum s'arrête au géranial, eh bien, on voit que la, on a une baisse d'expression dans les feuilles centricômes. Donc, on a par ce biais un petit peu localisé finalement eh bien, l'activité de la géraniol synthase et de la, de la citrale réductase dans les trichomes. Si on mélange les deux enzymes dans un tube à essai, et bien, on obtient du géranial, du néral, euh, non, si on met du géranial et du néral dans du géraniol, on obtient du néral, du géranial et du citronellol. Donc, on obtient les différents constituants lorsque l'on donne du géraniol et lorsque l'on met les deux enzymes in vitro, ce qui confirme un petit peu la voie. Et enfin, la troisième euh, confirmation, c'est lorsque l'on prend des tabacs et qu'on les transforme eh bien, avec la cire et avec aussi pour s'assurer de la transformation de la GFP, eh bien, sur ces tabacs transformés, si on les incube avec du géraniol, on obtient du citronellol. Alors, vous pourriez dire, c'est bizarre, pour comment obtenir il n'y a pas l'ADH10, ils ont transformé qu'avec de la citrale réductase. Mais en fait, il y a des ADH dans le tabac qui vont transformer le géraniol en géranial, et ce géranial sera transformé en citronellal par la cire, puis en citronellol par les ADH à nouveau du tabac. Donc on a là aussi un modèle in vivo qui nous montre que notre cire est capable de fonctionner chez du bentamiana. Voilà, donc voilà ce qu'on a montré. On a sûrement caractérisé la voie du citronellol en caractérisant une citrale réductase, en caractérisant un alcool déshydrogénase, même si on n'écarte pas le fait que d'autres ADH peuvent être impliqués dans cette étape-là. On n'explique pas pourquoi CIR1 s'exprime aussi chez Graveolens, mais on a des hypothèses. Il pourrait être impliqué dans la voie des pémintanes. Et enfin, euh, on, ce qui reste à faire et ce qui est encore à débattre, c'est que euh, le citronellol n'est pas le seul composé qui détermine le parfum des pélargoniums, et il y a aussi bien tous les dérivés, tous les esters, dont on ne sait que très peu sur leur odeur. Alors, ce qui nous manque, eh bien, c'est de la génétique inverse. Et on s'y est attelé justement en utilisant Agrobacterium rhizogenes en collaboration avec l'Institut Charles Violette. Si on incube, si on transforme des pétioles de Pélargonium avec eh bien, de Agrobacterium rhizogenes, on obtient des racines. Sur ces racines, transformées, eh bien, on peut faire naître des bourgeons et régénérer des plantes.
Donc ça, c'est ce qui est prometteur, si on arrivait à transformer du citronellum avec notre cire et faire en sorte qu'il produise du citronellol, alors là, eh bien, on aurait la preuve ultime. Voilà, je vous remercie de votre attention et je remercie bien tous les participants à ce travail. Bonjour, merci beaucoup Frédéric, c'était vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle virtuelle? Vous pouvez poser sur le chat ou prendre la parole directement. On sait tout maintenant sur la voie de biosynthèse des terpènes. Peut-être juste une question sur ce que tu disais au début, peut-être pas sur les voies de biosynthèse parce que je suis vraiment naïve, mais tu parlais du pélargonium à la Réunion et tu as dit, il me semble que ça avait été, on avait arrêté de cultiver le pélargonium à la Réunion. Pour quelle raison exactement? Je n'ai pas compris en fait. Bah, d'une part, parce qu'il prenait de plus en plus de place sur des cultures vivrières, hein, et d'autre part parce que il a entraîné une déforestation parce que la plupart du temps, c'est des alambics artisanaux qui sont utilisés et qui sont chauffés avec du bois. Et donc, il y avait bien une déforestation un peu sauvage pour l'activité de distillation. D'accord, donc c'est assez récent que cet arrêt? 1980 à peu près. Ah d'accord, ok, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Moi, j'avais une question à propos Oui. des analyses de transcriptomes, à propos du RNA sec. Donc, vous avez fait du RNA sec hein, sur une dizaine d'accessions. Du coup, je voulais savoir, vous avez un génome de référence, c'est ça, pour le Et non, pélargonium? non, on Non. n'a pas de génome de Du coup, vous référence. avez fait, du coup, c'est avec des transcriptomes de novo? C'est un C'est assemblage juste de un novo assemblage. du... Ouais. Mm. D'accord. Donc c'est pour ça que C'est pour ça que vous avez des petits morceaux pour certaines enzymes, c'est ça? voilà, c'est pour ça qu'en fait un assemblage des novos comme ça, déjà, c'est très difficile de faire la différence, par exemple, entre les formes FAV et FSV. Mhm. C'est très difficile. On ne peut pas savoir si le nombre de copies qu'on a, si leur position dans le génome, ça nous limite de ce côté-là, oui. D'accord. Et sinon, entre les différentes accessions, il y a des grosses différences de séquences ou pas? Bah, le polymorphisme sur les gènes qu'on regarde n'est pas énorme, D'accord. même sur les différentes séquences. Ce qui veut dire que, en fait, parce que le gros problème aussi, c'est que faire un génome sur les Pelargonium rosates n'est pas très peut-être pertinent parce que c'est des plantes qui sont très polyploïdes en Mhm. fait. Elles ont 77 chromosomes. Ouf, C'est en fait un croisement entre une plante qui en a 88 et l'autre qui en a 66. d'accord. Donc, alors que vous avez vu que la base, c'était 22, par exemple. Donc, ça veut dire qu'on a une plante triploïde et une plante tétraploïde, quoi. Donc, Mhm. c'est très compliqué. Mais je pense que à terme, on fera un génome, mais sur Citronellum, justement, qui est une plante diploïde et qui a 22 chromosomes. D'accord. Et qui, à mon avis, nous donnera quand même beaucoup d'informations sur bien la position des gènes et euh, sur, euh, sur le polymorphisme, quoi, je pense. Ok. Donc du coup, quand vous alignez le transcriptome, l'assemblage des novos, il a été fait en regroupant toutes les lectures de toutes les accessions ou accession par accession, vous savez? Bah, je pense que c'est accession par accession, sinon on n'aurait pas pu faire l'abondance de D'accord. chaque gène. Mhm. Ok. Je peux répondre, Fred, si tu veux. Vas-y.
Oui, salut Christine. En fait, ce qu'on a fait là, c'est un assemblage accession par accession. Mhm. Et en fait, ensuite, pour pouvoir comparer les expressions enfin, pour un transcrit donné, on est passé par une reconstruction de l'orthologie entre les différents transcrits, donc de manière fine, hein, manuelle, parce que vu le niveau de ressemblance entre les transcrits, c'était pas possible de le faire automatiquement avec des arbres phylogénétiques. Et une fois qu'on a décidé comment on avait reconstitué nos groupes d'orthologie, on a comparé les valeurs d'expression normalisées Mhm. au travers des différentes accessions. Ok, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Eh bien, merci beaucoup encore une fois, Frédéric. Et puis, eh bien, donc, le prochain webinaire de l'AFR est prévu normalement le 20 janvier. Je n'ai pas encore le nom de l'orateur ni le titre, mais ça va venir. Je vous remercie tous et toutes et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve donc l'année prochaine. Merci. Très bien. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Au revoir.